Bonsoir à tous et à la une de ce JT. La France championne d'Europe des abandons d'animaux et l'Alsace ne fait pas exception. À la SPA de Strasbourg, les abandons ont augmenté de 15% cet été. Ambiance pas banale à Village-Neuf ce matin. Un exercice de sécurité de grande ampleur s'est déroulé. Objectif, tester les secours en cas d'accident industriel. Et puis le festival de musique de Wissembourg bat son plein. Pour la 15e édition, il attire une nouvelle fois des pointures internationales et veut donner de la musique classique une autre image. La France donc championne d'Europe des abandons d'animaux pendant les vacances. En cette fin d'été, c'est l'heure du bilan à la SPA. Depuis janvier 2019, les abandons y ont augmenté de 28% et le refuge de Strasbourg ne déroge pas à la règle, d'autant plus que les adoptions ont baissé. En juin 2018, 97 animaux ont été adoptés contre 86 en juin 2019. On écoute Danielle Gilliot, présidente de la SPA de Strasbourg, au micro de Cécile Motz. On a eu un surcroît d'abandon, surtout au mois de juin, autant au niveau des chiens que des chats. Les gens ne viennent pas en nous disant « je pars en vacances », mais il y a X raisons plus ou moins intelligentes ou fallacieuses. Mais c'est vrai qu'on a été saturé, on a même dépassé notre capacité. Au niveau des chats, on a dû faire appel à de plus en plus de familles d'accueil. Au niveau des chiens, de mettre ensemble, de faire des couples, sachant que c'est difficile parce que ils peuvent ne pas s'entendre. Et c'est vrai que juin et juillet ont été 2 mois vraiment très difficiles. Août s'est calmé. Maintenant, on ne peut pas dire vraiment que l'été soit un pic. Finalement, il y a des pics tout le temps. Mais c'est vrai que l'année dernière, en 2018, on avait quand même 30% d'abandon de chats en plus par rapport à 2017. Et là, je pense qu'en 2019, par rapport à 2018, on va avoir, à mon avis, au moins 15% de chats en plus. Quant aux chiens, pareil. Il n'y a plus une année qui ressemble à une autre. Franchement, il y a des abandons tout le temps. Si vous habitez Village-Neuf, vous avez peut-être entendu une sirène d'alerte ce matin. Il s'agissait d'un exercice de sécurité destiné à tester les secours en cas d'accident industriel sur le site de l'entreprise DSM. Elle fabrique notamment des vitamines destinées à l'alimentation, aux cosmétiques ou à la pharmacie. 650 personnes y travaillent. Plus d'explications avec Marine Ziss. Il est 9h15 et il n'y a pas un bruit dans la cour de l'école primaire de Village-Neuf. La sirène d'alerte a retenti il y a quelques minutes. Les enfants sont tous confinés à l'intérieur du bâtiment. La raison ? Le personnel de l'entreprise DSM Nutritional Products a constaté la fuite d'un solvant de chlorure de méthylène. Cette fumée ne présente en fait pas de risque toxique car il s'agit d'une simulation d'un accident. On va essayer de colmater la fuite. On demande une évaluation des blessés. On voit qu'à un moment ou à un autre, on n'arrive plus à gérer cette situation-là. Finalement, la population aussi commence à téléphoner et puis informe la préfecture comme quoi ils ont une odeur de solvant. On a les voisins qui commencent à se plaindre et on déclenche le PPI. Au moment où on déclenche ce PPI, je perds mon autorité. D'accord ? Je transmets mon autorité du site au préfet et c'est le préfet qui gère la situation, ce n'est plus moi. Le PPI, c'est le plan particulier d'intervention. Il concerne l'exploitant, mais aussi l'État et les collectivités. Aujourd'hui, une centaine de personnes ont été mobilisées pour l'exercice. Donc c'est un plan d'intervention, donc il est préformaté. Et dès qu'il est déclenché, tout de suite des moyens sont engagés, tout de suite les services concernés par un risque de pollution sont déclenchés. Ils savent où ils doivent se rendre et tout se met en place pour mettre en place les cellules de réflexion. Donc il y a des fiches préformatées et chacun connaît normalement son rôle et après on met en place la coordination entre tous les services pour arriver à juguler le risque et protéger la population et protéger l'environnement. Une étude de danger pour un site comme le nôtre, c'est plus de 100 fiches réflexes d'analyse d'incidents qui peuvent survenir avec certains scénarios, une quinzaine qui sont vraiment les plus gros scénarios à risque. Mais il y en a toute une batterie derrière et tous ces scénarios sont décrits avec le rayon d'impact qu'ils pourraient avoir selon le scénario, etc. L'exercice a pris fin peu avant midi. C'était le premier de ce genre pour l'entreprise. Bilan du positif de la coordination des services, mais encore des points à améliorer, notamment au niveau de la précision de la communication.
Amener la culture au plus proche des habitants du territoire de la région, même en dehors des villes, et cela grâce à une péniche, c'est l'idée plutôt originale développée par la région Grand Est. Pour la deuxième année, la péniche Adélaïde a sillonné les canaux de la région tout l'été, proposant spectacles, animations et expositions à bord. Exemple au quai nautique de Biesheim, Camille Roland. Bienvenue à l'atelier des sapristelles. Les sapristelles, c'est comme ça que j'appelle ces marionnettes que j'ai fait d'éléments ramassés. Sur le ponton d'Adélaïde, des petites mains s'activent. Ici, pas de mariniers, mais des marionnettes confectionnées par des enfants. Sous l'œil avisé de leur professeur du jour, ils s'inspirent de la nature pour créer leurs propres monstres. L'atelier consiste à créer des personnages en détournant des éléments naturels, des racines, des bouts de bois flottés, des branches tordues, du lichen, de la mousse, d'assembler tout ça et trouver des petits mécanismes pour en faire des marionnettes. Reconvertie en salle de spectacle flottante et itinérante depuis 1976, cette péniche propose des animations, concerts, lectures et pièces de théâtre tout au long de son voyage sur les canaux du Grand Est. Une initiative de la région pour renouer avec les territoires ruraux. La péniche, elle permet de traverser tous les départements, d'aller même vers nos 40% de territoires frontaliers. Elle permet aussi de faire découvrir un ensemble de territoires avec des identités, on va dire, extrêmement variées, depuis ici le nord du Haut-Rhin jusqu'aux Ardennes. Donc c'est véritablement faire lien sur l'ensemble de cette région, mais avec un message, c'est de valoriser les talents locaux et de valoriser ce que sont les productions artistiques professionnelles de cette région. Le temps de l'escale, la péniche vit au rythme des communes qui l'accueillent. Comme ici à Biesheim, une vingtaine de partenaires locaux se sont mobilisés pour proposer des animations sur la thématique de l'environnement. Le lieu s'y prête en fait, c'est un lieu tellement naturel et préservé. Et puis c'est une compétence forte de la communauté de communes, aussi la gestion de l'environnement. C'est pour ça que vous verrez sur site une mise-déchetterie. On incite vraiment les gens à trier au maximum et des agents de tri qui sont là pour expliquer aux gens en quoi consiste le tri. Une disco soupe sera aussi organisée ce week-end. Vendredi, on mettra en avant des associations locales et tout le week-end, ce seront des artisans, commerçants qui ou fabriquent ou vendent des produits à base de matières naturelles. Donc l'idée c'était vraiment de sur site et hors site mettre en avant les atouts du territoire. Cette année, Adélaïde aura accueilli environ 10 000 visiteurs. Après une étape de 4 jours, elle reprend le large, direction Wolfersdorf, dernière étape d'un voyage sur l'eau de 800 km. 1 mois et 28 concerts pour découvrir ce qui se fait de mieux en matière de musique de chambre. C'est le propos du Festival international de musique de Wissembourg. Depuis le 17 août, il accueille des musiciens du monde entier et cherche au passage à donner aussi une autre image de la musique dite classique. Il vous reste une semaine pour en profiter. Aperçu avec Fanny Kunz. Voilà 15 ans que la fin de l'été se déroule en musique dans les rues de Wissembourg. Si le Festival international de musique attire chaque année plus de mélomanes dans la cité du nord de l'Alsace, d'autres boudent toujours la musique classique. Une image vieillotte et élitiste qu'Hubert Vandel, directeur du festival, cherche à dépoussiérer. La musique classique, malheureusement, a une réputation qui n'est pas très reluisante pour les jeunes générations. Et puis les musiciens en sont eux-mêmes souvent responsables dans le passé, ils ont appartenu à l'aristocratie, ils ont appartenu à la bourgeoisie. Encore aujourd'hui, souvent quand on va dans des lieux un peu prestigieux, c'est l'aristocratie qui est là, c'est pas les ouvriers ou les gens ordinaires. Nous distribuons des invitations justement à ce public qui ne viendrait pas. C'est difficile de changer l'esprit. Déjà, le mot de musique classique, je me dis depuis des années, il faudrait trouver une autre appellation qui soit plus excitante peut-être. Avec 28 concerts et des artistes venant du monde entier, le festival sert aussi de théâtre de rencontres entre musiciens. Comme Lyoko et Vyacheslav, 2 artistes japonais et russes partageant la scène avec violon et piano. Il a le point de vue d'un compositeur, donc quand
quand on doit discuter, donc quand on discute, il a des idées avec une conviction d'un compositeur. Parfois, il veut modifier les choses. Il y a une langue commune donc, qui s'appelle la musique, donc même si on ne se comprend pas parfaitement très bien en discutant, on a toujours quelque chose à se dire et puis ça se comprend plus facilement en fait. The chamber musicianship, it's about La musique de chambre, c'est pour moi arriver à réagir instantanément à ce que dit ton partenaire. Donc quand je joue en solo, j'ai un dialogue personnel, mais lorsque je joue avec quelqu'un, comme c'est le cas ici avec Lyoko, j'essaie de lui transmettre des choses aussi. C'est très différent d'une répétition à une autre, et je pense qu'au final, nous arrivons à trouver un langage commun. Un festival à découvrir ou redécouvrir jusqu'au jeudi 12 septembre. Riyad Satouf, Vincent Dedienne, Abdel Malik, Françoise Nissen ou encore Raphaël Enthoven. Ils seront tous à Strasbourg aux Bibliothèques Idéales. Ça se déroule jusqu'au 15 septembre et c'est gratuit. Dès ce soir, comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images, il y avait foule devant l'Opéra pour la soirée d'ouverture. Alain Fontanel, adjoint maire de Strasbourg en charge de la culture, nous en dit plus. La littérature a toute sa place à Strasbourg. Il ne faut pas oublier que Strasbourg est le berceau de l'humanisme rhénan, mais aussi est le berceau de l'Europe et de la culture en Europe. Et les bibliothèques idéales, c'est un grand moment, ça lance la rentrée culturelle. Et on va parler de littérature, on va parler théâtre, poésie, on va écouter chanter des chansons de Brel, de Gainsbourg, d'Aznavour. On va aussi échanger autour de la géopolitique, autour de la France, autour de l'art, autour du bon goût et du mauvais goût. On va avoir des auteurs très nombreux, des auteurs vivants bien sûr, mais on parlera aussi d'auteurs qui ont disparu. Et tout ça, c'est une grande fête des mots et de la littérature à Strasbourg. Et on finit ce journal tout de suite avec l'image du jour, Oliviane. C'est la question du jour cruciale en Alsace. Un sous-boc doit-il être rond ou carré ? Toutes les rédactions ont reçu aujourd'hui un communiqué d'un fabricant qui a commandé une très sérieuse étude sur ce thème. Et voilà les chiffres. 40 milliards de litres de bière sont produits chaque année en Europe. Et l'utilisation du sous-verre explose, plus 24% l'an passé. Mais alors, rond ou carré ? Et là, l'Europe se déchire. Les pizzerias italiennes comme les bars à tapas espagnols utilisent principalement des sous-verres ronds, alors que dans les cafés et les brasseries autrichiennes ou allemandes, on trouvera surtout des feutres de bière de forme carrée. Plus à l'est, on repasse au sous-boc rond. Aucune indication dans le communiqué sur l'Angleterre ou l'Irlande, sans doute l'effet Brexit.